Bonjour à tous, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un diocèse à plus de 18 000 km de la métropole, à 2 000 km à l'est des côtes de l'Australie. Il s'agit du diocèse de Nouméa qui correspond au territoire de la Nouvelle-Calédonie. Vous le voyez, la Grande Terre et les îles environnantes. La Nouvelle-Calédonie qui doit se prononcer d'ici à 2018 sur son avenir, conformément aux accords de Nouméa de 1998. Nous en parlons bien sûr avec Monseigneur Michel Calvet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Nouméa, évêque depuis 35 ans. Nous parlerons aussi de la contribution de l'Église à l'éducation, à l'enseignement dans le domaine scolaire. Et puis nous reviendrons aussi sur la grande réunion des évêques de ces conférences. Pour commencer, cette période politique qui est très importante pour la Nouvelle-Calédonie, qui est une période clé, mais qui est aussi une période de forte tension. On l'a vu au moment des élections du printemps dernier, des tensions qui demeurent encore dans la vie politique aujourd'hui. Après les élections de la période de printemps pour la métropole, c'est pas le printemps en Nouvelle-Calédonie, eh bien, il y a eu tout un temps d'abord de préparation pour ces élections, puis le temps même des élections. Et donc tout l'effort qui avait été fait de gouvernement collégial a été un petit peu mis en sommeil et des postures politiques ont été prises, comme c'est normal, par les uns et les autres. Alors on espère que maintenant que les élections sont faites pour cette dernière mandature des accords de Nouméa, eh bien on va arriver à une reprise du travail, parce qu'il y a un travail considérable à faire. Et de fait, au fur et à mesure des mandatures précédentes, eh bien les différentes compétences ont été transmises de l'État, ont été transférées sur la Nouvelle-Calédonie. Restent les compétences régaliennes, c'est-à-dire les choses comme la défense, la justice, la monnaie. Ce sont des choses extrêmement importantes et qui ne sont pas transmises parce que du jour où elles sont transmises, eh bien, c'est l'indépendance complète et totale. Il faut peut-être, Monseigneur Calvet, pour qu'on puisse s'y retrouver, et ceux qui n'ont pas suivi peut-être depuis les accords de Nouméa en 98, nous rappeler dans quelle phase se trouve la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui d'un point de vue du statut et de son rapport aussi à la France, à la métropole. Oui, alors c'est, disons, la trouvaille des accords de Nouméa d'avoir mis au point un statut qui permet aux différentes composantes de la population et aux différentes composantes politiques de participer à la vie politique, avec 3 provinces. Le territoire est donc divisé en 3 provinces. La province sud, qui est en fait la plus peuplée, celle qui est économiquement, qui fournit la majorité des ressources. La province nord, qui est en démarrage économique rapide, et en particulier avec la construction d'une nouvelle usine du nickel, qui est maîtrisée par la province nord, c'est-à-dire la province indépendantiste. Et puis la province des îles, qui elle n'a pas de nickel, et qui, par rapport à l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, pose des problèmes qui sont particuliers, qui a une richesse possible en matière de tourisme, mais qui, évidemment, n'a pas de nickel. Et l'ensemble de cette population doit s'exprimer d'ici à 2018 dans un référendum. Alors, il y a eu la décision d'avoir d'abord un gouvernement collégial. C'est-à-dire que les membres du gouvernement, on ne dit pas ministres, mais enfin pour les autres pays du Pacifique, ils sont considérés comme des ministres localement. Et ils ont vraiment à travailler, mais collégialement. Mais travailler collégialement, on sait que c'est une chose qui est fort difficile. Quand on est décidé, et c'est ce à quoi ils avaient été encouragés, d'identifier des dossiers sur lesquels ils pouvaient travailler ensemble, eh bien ça a marché assez bien, beaucoup mieux même que certains ne l'auraient pensé. Par contre, à l'approche des élections du début de cette année, eh bien, les postures politiques ont été prises et, par exemple, on en a vu un signe patent avec la participation ou la non-participation au dernier comité du suivi à Paris, où certains, tant du côté indépendantiste que du côté anti-indépendantiste, eh bien, ont soit boycotté tout simplement la réunion, soit ils sont venus et sont partis en cours de route. Si bien qu'il y a des tensions et qu'il faut les vivre. De toute façon, il va falloir se remettre au travail parce que les nécessités économiques qui avaient été moins prégnantes qu'en métropole s'imposent. Et donc maintenant, eh bien, il y a des problèmes qu'il faut régler, en particulier le problème de la fiscalité, le problème de la cherté de vie
Et les autres acteurs de la société, en particulier les syndicats, ne laisseront pas qu'une situation de manque de décision, de manque de progrès perdure. J'ai vu par rapport à la cherté de la vie que le coût de la vie était 30% supérieur à celui de la France métropolitaine. Ah oui, c'est quelque chose qui s'explique. Il y avait historiquement le fameux index, donc index multiplicateur, pour les personnels qui étaient des personnels d'origine métropolitaine, particulièrement des fonctionnaires, et c'était l'index de correction, l'index multiplicateur. Ce qui avait des explications historiques à une certaine époque, qui continuent à avoir certaines justifications, mais en même temps pose un problème localement parce que ça gonfle les rémunérations. Ça gonfle les rémunérations et ça rend tout beaucoup plus cher sur place. Les chantiers et les dossiers sur lesquels il faut encore avancer, à commencer d'ailleurs par la date du référendum qui n'est pas encore connue, ou encore même les électeurs qui pourront participer à ce référendum. Alors effectivement, le libellé de la question est extrêmement important. Et actuellement, il y a beaucoup de discussions sur ce libellé, ce n'est pas encore décidé. Il y a toujours des discussions sur le corps électoral, parce que bien sûr, ce ne sont pas tous les électeurs du corps électoral global français en Nouvelle-Calédonie qui seront appelés à voter à ce référendum, mais seulement le corps électoral restreint. Mais restreint quand exactement et les limites exactes, il y a encore des discussions, et des discussions qui quelquefois sont à la limite même un peu déplaisantes, parce que on est loin de peut-être ce qui a été trouvé dans un archipel voisin, à Fidji, où il y avait eu plusieurs coups d'État militaires successifs, où Fidji était devenu un peu le mauvais élève des îles du Pacifique, et puis finalement, c'est celui-même qui avait fait les derniers coups d'État militaires, l'amiral Bainimarama, qui a été élu, et on peut dire élu dans un fauteuil, donc avec un parlement, si bien qu'ils ont été réintégrés au Commonwealth, et de nouveau les relations maintenant ont été rétablies de manière normale avec les pays du voisinage, les communautés européennes au loin, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. C'est vrai qu'il y a des interprétations diverses du corps électoral tel que l'avaient défini à l'époque les accords actuellement, c'est une question d'exégèse et d'exégèse qui est difficile, certains étant arc-boutés sur telle ou telle interprétation. Alors, Monseigneur, et l'Église dans tout ça, parce que votre parole, elle compte, et puis dans les églises sont accueillis autant les indépendantistes que les non-indépendantistes. Oui, et d'autant que, maintenant, beaucoup des leaders sont des gens qui ont été formés à l'intérieur des églises, et particulièrement l'Église catholique, dans les écoles. Et puis aussi, ce sont des paroissiens. Et les paroissiens, il n'y a pas de différence entre ceux qui sont de tel ou tel bord politique. Vous avez des liens avec eux tous, alors? Et donc, on rencontre également les uns et les autres. Je crois que ça peut leur être utile de se rendre compte que telle ou telle posture politique est ressentie par quelqu'un qui a un peu de recul par rapport à la vie et aux exigences de l'activation politique. C'est différent d'une autre époque, où l'Église était mise en demeure de se prononcer de telle ou telle façon. Donc on ne vous dit plus maintenant, est-ce que vous êtes indépendantiste ou non indépendantiste? Non, ça n'a pas de sens de me poser la question. Je sais qu'il y a parmi les chrétiens, les diocésains, il y en a qui sont légitimement indépendantistes, d'autres tout aussi légitimement anti-indépendantistes, et que ce qui est leur devoir, c'est de travailler ensemble pour trouver une solution pour le bien de l'ensemble de la population. Alors c'est quoi l'appel de l'archevêque de Nouméa dans ce contexte qui, encore une fois, est tendu en ce moment? Ne pas renoncer au dialogue. Et donc il y a une nécessité de faire attention aussi à ceux qui peuvent être laissés à l'écart sur le bord on dit là-bas, le bord du chemin. Laisser des gens au bord du chemin, c'est dangereux pour tout le monde, et les politiques le savent. Et ils savent que c'est dangereux pour eux de laisser des gens mécontents et qui risquent ensuite d'entraver toute action politique. La prison de Nouméa a posé des tas de problèmes, ce qui sont en train d'avancer, de se résoudre, mais il peut y avoir là des gens qui, au lieu d'être réintégrés dans la société de meilleure manière, accumulent de la rancœur, et en particulier contre les politiques. Est-ce que ça peut être, au fond, cette période de profonde réflexion, une opportunité pour la Nouvelle-Calédonie
de poser des fondamentaux ou de les reposer à nouveau, qui puissent être, au fond, pour le bien de la société? Alors il y a eu une chose qui était, mais c'était nettement avant les élections, il y avait encore un peu de champ pour la réflexion, et il y a eu une réflexion sur Nouvelle-Calédonie 2025. Donc une réflexion qui se faisait en faisant abstraction des échéances limitées dans le temps, et qui cherchait à dessiner des perspectives sur un développement de la Nouvelle-Calédonie au-delà des limites habituelles, et ça a été très utile. Et ça a permis à un certain nombre de personnes de faire des propositions, de dessiner des perspectives qui donnent vraiment un avenir. Qu'est-ce qui vous a plu, par exemple, dans ces démarches? Est-ce que les chrétiens ont pu contribuer? À l'époque, le directeur de l'enseignement catholique était membre, et non seulement membre, président d'une des commissions sur la scolarisation. Si bien que d'ailleurs le même ancien directeur de l'enseignement catholique, qui venait de prendre sa retraite, a été pris comme membre, disons, de la société civile, comme membre du gouvernement local. Et donc il est actuellement dans le gouvernement local qui contient des indépendantistes et des anti-indépendantistes. Et il est considéré comme quelqu'un qui a une qualification, une compétence dans ce domaine et qui est utile à tout le monde. Alors Monseigneur, puisque vous parlez de l'éducation, vous l'avez rappelé ces derniers mois, l'Église catholique, dès le début en Nouvelle-Calédonie, a contribué à l'éducation, la formation de la jeunesse, et d'ailleurs les recherches d'historiques ont confirmé cela. Racontez-nous pourquoi c'est important pour vous de le rappeler et puis aussi de faire une sorte d'état des lieux aujourd'hui. C'était un des premiers soucis. Bon, il y avait déjà le fait... Je rappelle que vous êtes mariste, la congrégation des maristes qui est très engagée dans l'éducation. Des enseignants de formation initiale. Et que donc, ils savaient le rôle de l'instruction. Bon, c'est des choses qui ont été expérimentées et découvertes par les frères maristes, par les salésiens, enfin, beaucoup de congrégations de la même époque, et qui savaient que quand on ouvrait une école, on fermait une prison, en gros. Et donc, pour la Nouvelle-Calédonie, dès le début, il y a eu ce souci de l'éducation et des garçons et des filles. C'était essentiel. Et de donner des conditions aussi dans lesquelles les études pouvaient être faites, c'est-à-dire l'ouverture d'internats, puisque compte tenu de la dispersion de la population, c'était la seule manière de faire qui soit vraisemblable. Et actuellement, eh bien, parmi les leaders politiques des différents bords, je me trouve personnellement même avoir comme anciens élèves des leaders des deux côtés. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui est-ce qu'ils sont dignes d'une certaine manière de l'enseignement reçu? Ils sont certainement dignes et ils ont eu le sens de ce qu'ils pouvaient faire pour la collectivité, et ça, ils l'ont acquis, ils ont acquis les compétences. Oui, parce que ça n'empêche pas les tensions politiques, ça n'empêche pas parfois même par le passé la violence. Oui. Mais ils ont pu mettre au service de la collectivité ce qu'ils avaient reçu, leur formation, et ils ont l'esprit ouvert à un certain nombre de choses, et cela, c'est entre autres grâce à leur formation qu'ils doivent. Et aujourd'hui, un état des lieux, sur les 250 000 habitants, on sait qu'un tiers ont moins de 20 ans, c'est dire la jeunesse aussi de la population. 25% des élèves sont scolarisés dans l'enseignement catholique. Quel est l'état des lieux au fond aujourd'hui? Alors, primitivement, jusque dans les années 1962, l'enseignement des Océaniens, c'était les mots qu'on retrouve même dans les textes, c'est un peu sévère, était abandonné aux missions. Mission catholique principalement et mission protestante pour un moindre nombre, puisque les écoles protestantes qui sont proches des écoles catholiques sont beaucoup moins nombreuses. Et ça demeure, ça laisse une marque? Et ça laisse une marque. Je disais tout à l'heure que beaucoup des leaders actuels ont été formés dans les écoles catholiques et éventuellement protestantes. Ça fait partie de l'histoire du pays et du coup, pour ce qui est de la prise en charge, même matérielle, de l'enseignement privé, de l'enseignement catholique et protestant, eh bien, les provinces considèrent que c'est aussi leur affaire et donc participent beaucoup plus largement qu'on ne pourrait l'imaginer aux grosses réparations et aux investissements, même dans certains cas, pour la préparation de nouvelles écoles. Et chacun, voyant les difficultés de la jeunesse dans ce monde présent,
eh bien, se disent on n'est pas de trop, que toutes les personnes qualifiées et ayant quelques compétences en matière d'éducation se mettent ensemble et travaillent dans la même direction. Oui. Si bien que le travail de l'enseignement catholique, de l'enseignement protestant, eh bien, se fait en bonne intelligence aussi avec maintenant l'enseignement public. L'enseignement public qui, heureusement, a fait, à partir des années 1962, des efforts absolument énormes pour répondre aux besoins. Et puis il y a une attention particulière pour lutter contre l'échec scolaire, une attention aux élèves en difficulté. Alors là, c'est en particulier depuis la nomination de la dernière directrice diocésaine de l'enseignement catholique, Madame Karen Cazot, elle a insisté sur ce point de s'occuper particulièrement de ce qu'on appelle ailleurs les décrocheurs. Oui. C'est-à-dire les élèves qui, pour une raison ou une autre, eh bien, ne suivent pas et sont mis progressivement en dehors du dispositif scolaire. Il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie alors. Et alors, ça existe aussi en Nouvelle-Calédonie, comme partout, mais le problème, c'était de ne pas se résoudre à avoir des gens qu'on élimine simplement du dispositif. Il fallait savoir où vont-ils après. Et donc, s'ils n'ont pas réussi dans le dispositif qui leur était proposé, eh bien, avec l'aide des familles, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour eux ? Et quels sont les dispositifs qui pourront les recevoir, soit à l'intérieur de l'enseignement catholique, soit ailleurs. Et pour un certain nombre de cas, eh bien, il a fallu trouver des solutions avec l'enseignement public, avec l'enseignement protestant, avec d'autres dispositifs de formation quand l'âge était plus avancé. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important et les enseignants, malgré la difficulté, parce que bien sûr, pour les enseignants, pour les éducateurs, particulièrement les éducateurs d'internat, nous avons, je crois, 17% d'internes, c'est énorme, parmi les élèves de l'enseignement catholique, se sont attelés courageusement à ce travail et veillent à ce que, eh bien, on n'ait pas de laissés pour compte, pas de gens sur le bord de la route. Et en fait, eh bien, c'est seulement quelques unités sur un effectif de presque 15 000 scolaires. C'est très remarquable. On entend en tout cas, Monseigneur, votre attention à ce que l'Église joue un rôle social en Nouvelle-Calédonie. Ah ben, ça fait partie de sa mission, s'occuper de ceux qui sont les moins avantagés, s'occuper des pauvres, s'occuper de ceux qui ont besoin d'elle. Eh bien, il faut les rejoindre là où ils sont. Aujourd'hui, il y a des nouvelles pauvretés qui se manifestent ? Alors, particulièrement, nous nous rendons compte de cela avec le Secours catholique, qui est très actif en Nouvelle-Calédonie, qui fait un travail remarquable et qui, par exemple, s'est intéressé au phénomène des squats. Les squats, c'est-à-dire des gens qui s'installent dans des endroits sans titre, mais les loyers sont très coûteux à Nouméa. Et quelqu'un qui a un salaire normal, donc qui a un travail, quelquefois a du mal et n'arrive pas à se loger avec sa famille. Vous dites un salaire normal, c'est... Ah ben, c'est en CFP, donc il n'y a pas beaucoup de points de repère avec les salaires métropolitains, mais ce sont par exemple quelqu'un qui a un SMIG, ou l'équivalent d'un SMIG en Nouvelle-Calédonie, eh bien ne va pas arriver à se loger dans Nouméa. Et donc ça pose un problème redoutable. Moi, je ne peux pas reprocher à quelqu'un de loger lui et sa famille dans un squat, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais plusieurs fois, il m'est arrivé avec les politiques de dire on ne peut pas continuer comme ça. Parce que dans ces cas-là, vous tapez du poing sur la table, vous dites c'est pas possible, vous... Non, non, j'ai la manière de rencontrer les gens et de leur dire mais ils disent c'est pas possible, tous les ennuis vont nous ressortir de là. Et les ennuis les plus graves. À commencer par, on peut avoir, je me rappelle à une époque, les gens résistaient pour donner de l'eau aux gens qui étaient dans les squats. Et j'ai fini par utiliser l'argument en disant, mais écoutez, si un jour il y a une épidémie qui se déclenche dans les squats parce que les gens n'ont pas d'eau, eh bien ça devra vite une question qui intéressera l'ensemble du public, squat et hors du squat. Et donc finalement, on a trouvé des solutions qui respectaient tout le monde, qui permettait à ces gens d'avoir de l'eau. Ce qui est quand même la moindre des choses quand il y a des familles. Mais en même temps, laisser les gens s'installer en squat, et certains bords politiques
avait des avantages à ce que les squats, parce que ça enrichissait la population de telle ou telle composante. Donc ça modifiait tel ou tel parti politique. Il dit, ça, de la part des politiques, c'est pas responsable. On ne peut pas laisser aller dans ce sens. Parce que tous les ennuis, le squat, c'est la zone de non-droit. C'est le droit du plus fort. C'est l'endroit où vous avez donc des systèmes de raquettes qui s'organisent, c'est n'importe quoi. Et donc, si on veut organiser une société, eh bien, il faut qu'une société soit appuyée sur du droit, y compris pour l'occupation du terrain. Au fond, on voit bien, sur les différents dossiers que vous avez abordés, qu'il y a toujours une forme de tension, et notamment dans le contexte actuel, jusqu'à 2018 probablement, et peut-être après, entre l'intérêt particulier et le bien commun. En fond, Bien sûr. Et c'est pas pour rien qu'après avoir eu l'année de la foi avec l'Église universelle, eh bien, nous avons décidé d'avoir l'année de la mise en pratique de la foi. Et avec l'utilisation détaillée de la doctrine sociale de l'Église, et particulièrement ce volume vert de la doctrine sociale de l'Église, eh bien, nous l'avons importé à un grand nombre, des centaines d'exemplaires, et nous le distribuons, y compris aux responsables politiques, aux responsables sociaux, en leur disant, voilà une des contributions importantes de l'Église aux problèmes que nous avons en Nouvelle-Calédonie. Alors certains se sentent un peu perdus dans ce volume qui aborde quand même un nombre très important de situations. Alors dans ce cas-là, eh bien, on n'est pas obligé de tout lire à la fois. On peut travailler à la table des matières. Et puis on s'est aperçu, et on a eu au cours d'un colloque qui était fort intéressant, qui s'était tenu l'année dernière en août en Nouvelle-Calédonie, organisé par l'Université de Nouvelle-Calédonie, auquel avaient participé donc des universitaires, des responsables administratifs, Monseigneur Hippolyte Simon qui avait fait le voyage pour l'occasion. Parmi les politiques, eh bien, il y en a une qui a fait un exposé sur la doctrine sociale de l'Église. Et son exposé était tout à fait remarquable. Autrement dit, les politiques ont pu profiter de ce qui leur était donné comme élément pour nourrir leur réflexion à partir des bases chrétiennes, puisque pour nombre d'entre eux, ils se reconnaissent comme ayant des bases chrétiennes. Monseigneur, je voudrais qu'on consacre les dernières minutes qui nous restent de cette émission à évoquer le travail en commun entre les différentes conférences épiscopales de la région, et notamment au niveau de la Fédération des conférences des évêques catholiques d'Océanie, la FCBCO, oui. Avec les initiales en anglais, qui s'est tenue à Wellington en Nouvelle-Zélande en 2014, mai 2014. 80 évêques se sont réunis, et si on en parle, c'est que cette assemblée se tient que tous les 4 ans, et on peut voir d'ailleurs sur ces photos au programme à la fois travail évidemment, mais aussi prière, échange. Il y a eu ce pèlerinage auprès de la tombe de Suzanne Aubert, dont le procès de béatification est en cours. C'est la fondatrice des Sœurs de la Compassion, qui est originaire de Saint-Nizier, ou encore cet établissement mariste, la paroisse Saint-Nizier à Lyon. Et puis encore dans cet établissement mariste Saint-Patrick à Wellington. Au fond, qu'est-ce qui est important pour vous dans ce type de rencontre? C'est depuis des années, et je dois dire que pour moi ça a été une grâce tout au long de ma responsabilité épiscopale dans le Pacifique, qu'il y ait cette largeur de l'horizon et de travail avec les évêques de toute la région. Non seulement les évêques de la CEPAC, la conférence épiscopale des îles du Pacifique, celle dont nous faisons immédiatement partie et qui s'étend quand même de 11 000 km d'est en ouest et d'un hémisphère à l'autre, mais également d'Océanie, c'est-à-dire Australie, ça fait une quarantaine d'évêques, Nouvelle-Zélande, ça en fait 6, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, ça en fait 25, et la CEPAC, ça en fait 17. Et donc nous avons l'habitude de nous retrouver régulièrement en assemblée plénière tous les 4 ou 5 ans, et puis en un comité exécutif dont je fais pratiquement partie depuis la fondation, donc chaque année. Et un des moments particulièrement importants de cela, eh bien, ça a été lorsqu'à la fin du siècle dernier, eh bien, le pape Jean-Paul II avait demandé s'il devait y avoir un synode spécial continental pour l'Océanie, et qu'il avait consulté le comité exécutif de cette fédération, c'était à Nouméa que ça avait eu lieu, et
il a repris les conclusions qui lui avaient été proposées et le pape avait décidé qu'il y aurait un synode spécial pour l'Océanie. Synode auquel vous aviez participé. Auquel j'avais participé comme secrétaire spécial. Et donc j'étais aux premières loges pour voir l'estime que le pape Jean-Paul II avait eue pour l'Océanie et qui a fait un travail absolument remarquable, en particulier sur des points comme l'inculturation. Et c'est très beau d'ailleurs de vous voir, même à travers la manière de saluer ou les différents rites, l'attention et l'attachement de l'Église à toutes les cultures. Hein. Ça, c'est très beau. C'est une chose qui est indispensable et en fait, ça fait partie de l'évangélisation elle-même. Et on ne peut pas penser l'évangélisation comme monolithique, suivant une seule culture, mais on peut dire que c'est toutes les couleurs d'un arc-en-ciel qui sont à l'œuvre. À quoi vous allez être attaché, c'est le mot de la fin, Monseigneur, au cours de cette année qui vient? Dans l'immédiat, nous avons préparé avec les évêques francophones de la CEPAC un temps de renouveau pour les prêtres diocésains. Au total, ça fera une trentaine de prêtres. Et nous avons invité Monseigneur André Lacrampe, archevêque émérite de Besançon, pour participer à ce programme. Et donc, il sera avec nous juste avant Noël. Il va passer Noël à Nouméa, Noël dans la chaleur de l'été tropical. Pour lui, ça va être un changement. Et donc, il participera à ce programme avec la retraite au Vanuatu, dans l'archipel voisin de la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, j'ai invité également, mais pour des retraites en Nouvelle-Calédonie, Monseigneur Robert Le Gall, l'archevêque de Toulouse, qui lui est toujours en activité, mais qui nous fait le plaisir de nous donner du temps pour prêcher des retraites et qui va venir au mois de janvier en Nouvelle-Calédonie. Et puis, au cours de cette année, est-ce qu'il y a des moments forts ou des points d'insistance sur lesquels vous allez travailler au sein même du diocèse? Alors, on va continuer notre réflexion sur la doctrine sociale de l'Église, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, mais aussi tout ce qui peut être fait avec les jeunes. Donc, nous allons continuer nos réunions, nos rassemblements de jeunes Athénée. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'un peu original, avec 700, 800 jeunes qui arrivent et qui passent une semaine dans un lieu où il n'y a rien à voir, un lieu d'exposition agricole, de foire et d'hippodrome, et qui sont là et donc qui réfléchissent à un thème à partir de l'écriture, un thème spirituel, et également aux problèmes qui se posent à eux dans leur vie concrète. Merci beaucoup, Monseigneur Michel Calfet, de nous avoir consacré du temps et puis surtout de nous avoir expliqué à la fois le processus actuel politique et puis la contribution de l'Église et ce que les chrétiens peuvent apporter aujourd'hui. Bien sûr, cette actualité de l'Église en Nouvelle-Calédonie, eh bien, vous pouvez le retrouver sur le site internet dont l'adresse s'affiche actuellement. Vous pouvez également retrouver cette émission sur le site de KTO. Vous n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.